Pour donc le TD thermodynamique sur évolution d'un système, je vais commenter quelques exercices. Alors le premier exercice est un peu particulier puisque ce n'est pas de la calorimétrie pure et dure. On va quand même travailler en phase condensée, mais c'est pas de l'eau chaude et de l'eau froide qu'on va mélanger dans un calorimètre. Ici, c'est une voiture. Et la voiture, le problème, c'est qu'elle bouge. Donc on est sur un système qui n'est pas purement thermodynamique, donc il faut utiliser le premier principe dans sa version complète, à savoir delta énergie plus énergie interne égale W plus Q, avec dans l'énergie bien sûr l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Voilà, donc la correction est largement détaillée dans la suite. Le système, donc c'est bien sûr la voiture avec un peu de méca, puisqu'il va falloir travailler sur l'énergie mécanique, donc le bilan des forces qui est fait ici, le poids, la force de frottement fluide que l'on va négliger, la réaction normale et la résultante des forces de frottement sur les freins à disque avec l'échauffement. Donc la variation d'énergie mécanique mais est uniquement due à la variation d'énergie cinétique, puisque la voiture considère qu'il n'y a pas de dénivelé lorsqu'elle roule. En tout cas, on néglige la variation d'énergie potentielle. C'est surtout le fait du freinage et donc le passage d'une vitesse à une vitesse nulle en fin de freinage à l'arrêt. Donc pour le transfert thermique. Alors pour le transfert thermique, la voiture n'est pas un calorimètre. Pour autant, en fait, comme on considère la température, comme on cherche la température juste après le freinage, on considère que l'évolution a été rapide et que les transferts thermiques avec l'extérieur n'ont pas encore eu le temps de se faire. D'accord, c'est-à-dire qu'en gros, on touche les freins avec la main, juste après le freinage, évidemment, on va se brûler. D'accord, évidemment, si on revient une heure plus tard, là, oui, les transferts thermiques auront eu lieu de se faire. Donc, on se place quand même sur une évolution adiabatique, pas parce que le système est calorifugé et qu'on est dans un calorimètre avec des parois à Terman, mais parce qu'on considère que l'évolution est très rapide et donc elle n'a pas eu le temps d'effectuer des transferts thermiques. Voilà. Donc après, on n'a pas de travail de force autre non conservative, c'est pas un piston qu'on est en train de presser, il n'y a pas de force pressante, et donc l'application du premier principe sur une évolution monobar adiabatique donne donc accès à l'élévation de température des freins, quoi. Voilà. Donc il faut bien séparer le système en deux sous-systèmes, les freins d'une part et la masse du reste. Voilà. Donc toujours utiliser l'argument d'extensivité de H et on arrive normalement sans trop de problèmes à trouver l'élévation de température. Alors attention au calcul néanmoins de la masse des freins, il y en a 4, et puis bon, on vous donne leur géométrie, il faut remonter à la masse à partir du volume d'un cylindre. Voilà, dans la suite, les exercices qui suivent sont plus classiques, c'est vraiment de la calorimétrie, je mélange de l'eau chaude et de l'eau froide pour avoir de l'eau tiède. Voilà, donc le premier exercice, ça pose pas de problème, ça c'est vraiment la base. Le deuxième, c'est pareil, c'est posé à l'envers, donc c'est quelle masse faut-il rajouter pour avoir une telle température. Donc là, on travaille sur une baignoire, évidemment, on suppose qu'on est sur une évolution adiabatique, toujours pareil, si on attend une heure, la baignoire se sera refroidie, mais tout de suite au début du mélange, on peut considérer que l'évolution est adiabatique, puisque les échanges n'ont pas encore eu le temps de se faire. Et de toute façon, on ne vous donne aucun modèle sur les transferts thermiques, donc on n'avait pas trop le choix que de considérer que c'est adiabatique. Voilà. L'exercice 3, c'est pareil, sauf que c'est avec une masse de plomb en plus, une capacité de calorimètre. Bon, c'est pas bien compliqué. On arrive à trouver la capacité thermique massique du métal. Pour l'exercice 4, alors l'exercice 4, on a cette fois-ci une résistance chauffante. Donc là, je vais commenter un peu, puisqu'on n'a pas fait ce genre d'exercice en cours. Voilà. Donc, quelle durée minimale faut-il à une bouilloire électrique pour porter à ébullition
1 litre d'eau. Alors le fait que la pression soit une atmosphère, ça sert à rien ici. Donc 1 litre d'eau qui est au départ à 20 degrés, sachant que c'est une résistance électrique de 2 kW. Donc bon, ben, on va y aller. Donc toujours pareil, le système, on va prendre, là on peut hésiter, c'est-à-dire que la bouilloire, généralement on la symbolise comme ça, simplement, c'est-à-dire un bac d'eau avec une résistance chauffante. Voilà, la résistance chauffante, la question c'est est-ce qu'on la met ou pas dans le système. Alors déjà, première chose, c'est qu'on ne vous donne pas de capacité thermique de la bouilloire, donc on peut mettre la résistance dans le système, et à ce moment-là, on dira qu'on néglige sa capacité thermique, sachant qu'on a quand même 1 litre d'eau, hein, l'eau a quand même une capacité thermique massique très élevée, donc généralement l'approximation consiste à négliger les autres capacités thermiques et globalement assez valable. Donc pour le système, on est au départ à on va appeler ça T1, les 20 degrés, T0, allez, T0, et puis donc on a un échauffement via une puissance électrique, et on a donc à la fin le système qui n'a pas changé d'allure, sauf qu'il est cette fois-ci à T1. Voilà, donc ça c'est pour l'état initial, l'état final. On a donc une masse M d'eau qui est égale donc à 1 kg. Voilà. Donc le système, on prend tout, d'accord, donc l'eau plus le calorimètre, c'est-à-dire la bouilloire, plus la résistance. Voilà, et à ce moment-là, on écrit le premier principe, comme d'habitude, delta H égale, et donc comme bon, la bouilloire est bien isolée, hein, c'est égal à Q, mais qui est égal à 0, puisque donc on considère l'évolution adiabatique, plus W, donc ça c'est W autre donc que les forces pressantes, hein. Je vais mettre un petit prime, et donc ça c'est parce que l'évolution est monobar. Monopé, je vais noter ça. Voilà, donc le W prime, ça, je rappelle que pour un travail électrique, on a delta W qui est égal à delta W prime, pardon, P dt, donc ça c'est la relation puissance-travail, et donc en intégrant, on va avoir que W prime va être égal à P delta T, puisque P est constant, donc l'intégration du dt se fait directement en delta T. Voilà, donc ça c'est pas le problème, et donc ici on utilise l'extensivité de H pour dire que c'est égal à delta H de l'eau, plus delta H du calorimètre, plus delta H de la résistance. Donc ça c'est négligeable pour le calorimètre et pour la résistance, puisqu'on ne donne pas les capacités thermiques, mais on va négliger, et donc ça c'est égal à MC delta T, donc delta température, hein, cette fois-ci, attention à ne pas confondre température et temps, et donc on arrive à la formule qui est ici, hein, en simplifiant, et donc on arrive à peu près à 3 minutes. Donc évidemment c'est un peu sous-estimé, hein. On sait bien qu'il y a une partie de l'eau qui va s'évaporer, ce qui va coûter de l'énergie et donc du temps, et puis le calorimètre n'est pas, enfin la bouilloire n'est pas totalement calorifugée. Donc ça c'était une première façon de faire, donc en considérant le qui est de ne considérer que l'eau. Voilà, et je vais vous montrer comment on fait. Donc une variante de démonstration, notre façon de procéder, c'est de ne considérer dans le système que l'eau et le calorimètre. À ce moment-là, bon, toujours delta H égale W autre que les forces pressantes plus Q, et delta H toujours extensive égale donc delta H du calorimètre plus delta H de l'eau, avec bien sûr delta H du calorimètre qui est toujours négligeable ici puisqu'on ne donne aucune information sur la capacité, et puis bon, généralement ça reste une approximation valable, et delta H de l'eau, donc toujours MC T final, donc T1 moins T0. Alors cette fois-ci on a
dans le système, on n'a pas la résistance, d'accord? Donc, c'était la résistance avant qui recevait le travail électrique. Donc là, on ne reçoit aucun, le système eau et calorimètre, et bouilloire, ne reçoit aucun travail électrique, d'accord? Donc ça vaut 0, d'accord? C'est pas, je répète, c'est pas l'eau et le calorimètre qui reçoivent le travail électrique, c'est la résistance. Mais là, la résistance n'est pas dans le système. Et là, donc, si la résistance n'est pas dans le système, c'est que vous avez votre système, c'est ça, c'est l'eau et la bouilloire. Et donc ça veut dire qu'ils reçoivent en fait un transfert thermique de la résistance. C'est-à-dire que c'est la résistance, bon, qui est certes liée, qui est des touches, mais qui va directement fournir donc un transfert thermique. Et ce transfert thermique en fait est égal au travail électrique reçu par la résistance. C'est-à-dire qu'on considère que tout le travail électrique de la résistance est converti par effet Joule en transfert thermique. Et à ce moment-là, là on écrira que c'est Q dans ce cas-là qui vaut P delta T. Et donc là, évidemment, on retombe sur la même formule, l'évolution n'est pas adiabatique. C'est-à-dire que ça, c'est pas bon, mais en revanche, ça reste monobar. Voilà, c'est une variante d'explication. Il y en a qui préfèrent dire que le système reçoit du travail électrique. À ce moment-là, on inclut la résistance dans le système, ou alors que le système reçoit un transfert thermique. À ce moment-là, on exclut la résistance. Voilà. Bon, la dernière question, si ça avait été du fer, quelle aurait été l'élévation de température? Bon, on remplace simplement MC de delta T de l'eau par MC delta T du fer pour la même valeur, et on regarde ce qu'on obtient. Alors évidemment, ce sera beaucoup plus élevé, puisque la capacité du fer est beaucoup plus faible. Voilà. Donc ça, c'était pour l'exercice 4. L'exercice 5 est à nouveau un exercice de calorimétrique très classique, où on mélange de l'eau chaude et de l'eau froide pour faire de l'eau tiède. Alors il y a juste une petite remarque. Donc déterminer la capacité thermique C du calorimètre, bon ça on sait faire, c'est méthode des mélanges classiques, et on vous demande d'en déduire sa valeur en eau mu. Voilà, sa valeur en eau mu. Donc qu'est-ce que c'est cette chose? Alors la valeur en eau du calorimètre, c'est en gros quand vous avez trouvé, donc vous avez généralement le calorimètre avec de l'eau, il a une masse M, et le calorimètre, donc on vous vend une capacité C. Donc l'eau a une masse M, une capacité thermique massique petit c, et donc la capacité thermique de l'eau, évidemment, c'est M fois C. Voilà. Et donc c'est ce qu'on utilise pour dans la variation d'enthalpie MC delta T. Pour le calorimètre, donc ça c'est en kilogrammes, ça c'est en joules par kilogramme par Kelvin, et voilà. Et ici, on est directement en joules par Kelvin, puisqu'on vous donne la capacité thermique tout court, pas massique, du calorimètre. Et donc, quelle serait la valeur en eau du calorimètre? En gros, quelle masse d'eau faudrait avoir pour avoir la même capacité que le calorimètre? Donc, en gros, si c'était de l'eau, elle aurait une masse, le calorimètre, il aurait une masse mu, et donc une capacité thermique massique petit c. Et donc c'est le mu, c'est simplement grand C sur C pour retrouver une grandeur massique. Donc généralement vous mettez 1 kg d'eau dans le calorimètre. Alors 1 kg d'eau, généralement les ordres de grandeur, si on met 1 kg d'eau ou 1 demi-litre d'eau dans un calorimètre, on a une capacité pour 1 kg d'eau. Je rappelle que la capacité thermique massique de l'eau c'est 4180 joules par kilo par Kelvin, donc on a quand même un C global, un MC qui va valoir pour 1 kg, donc qui va valoir 4180 donc joules par Kelvin pour le M fois C, on n'est plus par kilo. Et donc les calorimètres, vous avez remarqué dans les exercices, généralement les capacités elles tournent autour de 200 joules par Kelvin, donc vous voyez que ça représente une masse d'eau 20 fois plus faible que l'eau qui est dans le calorimètre. C'est pour ça que quand on néglige la capacité du calorimètre, généralement on commet une erreur de l'ordre de 5%, quoi. Okay. Voilà, donc ça reste des idées et des concepts classiques propres à la calorimétrie.